Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL. Dans le cas du JT de 18h30, ce vendredi, on est le 20 mai 2022. Et donc, il était important pour nous de vous donner des informations croisées, justement, pour comprendre l'actualité et également la mascarade dans laquelle on se situe. Et donc, nous remercions aussi Brigitte qui va nous donner vraiment le substrat du substrat, vraiment les contours géopolitiques pour nous persuader et nous mettre devant un plat qu'en réalité, le plat qu'on nous propose, les politiciens, ce qu'ils nous proposent, c'est une véritable mascarade, les amis. Donc, vraiment, Brigitte, merci d'avoir pu analyser tout cela. Je vous avais dit que vous alliez avoir du poulet à la sauce piquante. Eh bien, ça sera le cas, les amis. Hein. On va fumer des oreilles, du nez et de partout, grâce aux politiciens belges, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est important. Donc, je vais, bien évidemment, intervenir à des moments précis, justement pour commenter effectivement ces points d'actualité. Et donc, à ce titre, bien évidemment, je vais donner la parole à Brigitte et de temps en temps, j'interviendrai à cet égard. Voilà, donc un instant, ici il y a une petite urgence. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc voilà, donc comme nous le savons, donc le 15 mai, la Finlande et la Suède ont pris donc leur décision donc de rejoindre l'OTAN. Alors pour rappel, donc depuis la guerre froide, eh bien la Suède et la Finlande, pays limitrophes donc de la Russie, ont adopté une politique de neutralité et de non-alignement. Alors, quand on regarde un peu la Finlande, donc toujours pour l'instant un pays partenaire de l'OTAN, la Finlande neutre sur le plan militaire depuis des décennies et partage une frontière de 1340 km avec la Russie. Alors si la Finlande intègre l'OTAN, eh bien la frontière terrestre de la Russie avec l'OTAN fera plus que doubler si on prend en considération donc la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Alors voilà, donc par ce fait, le président donc de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, Gabriel Galis, l'historien donc Daniel Ganser et Hans van Sponeck, donc ancien secrétaire donc général adjoint donc de l'ONU, estiment que ce n'est pas la Russie qui menace l'Europe, mais les États-Unis et ses alliés de l'OTAN qui déstabilisent le monde. Alors on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne idée, donc l'intégration de la Finlande et la Suède dans l'OTAN, sachant que pour entrer donc dans l'OTAN, la Finlande et la Suède devront convaincre les 30 membres de l'Alliance Atlantique, dont la Turquie qui est très réticente. Alors Paolo, la Turquie, qu'est-ce que reproche la Turquie? Eh bien Erdogan dit que la Suède et la Finlande donc abritent sur leur sol donc des responsables du PKK, donc le parti des travailleurs donc du Kurdistan, donc qui est une organisation de lutte armée dirigée par des nationalistes kurdes. Alors cette organisation est en guerre avec l'État turc depuis 1984 et est qualifiée de terroriste par Ankara, mais aussi par l'Union européenne et les États-Unis. Donc rendez-vous compte, les amis, rendez-vous compte. Vous avez un parti, nationaliste, donc braqué avec une qualification terroriste, reconnu par l'État turc, mais également l'Union européenne et les Américains, oui, les États-Unis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant toutes ces années, ces dizaines d'années, ce qui s'est passé, c'est que comme ces nationalistes se trouvaient sur le sol de la Finlande, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il n'était pas possible pour la Finlande d'adhérer dans la structure militaire de l'OTAN. Et donc, on constate maintenant que finalement, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de terrorisme. Il n'y a plus de terrorisme.
finalement, l'Europe tourne sa veste, les Américains tournent sa veste. Avant, ils considéraient ce parti comme étant un parti à caractère terroriste sur le sol finlandais. Maintenant, tout est beau, tout est rose, les amis, hein, tout est beau, tout est rose. Comme s'ils ils avaient été, disons... vraiment blanchis et bénis des Américains, qui sont forts dans les bénédictions. Et donc, on constate ici que c'est un foutage de gueule parce qu'il n'y a rien, objectivement, qui permet de reconsidérer, bien évidemment, l'histoire. Alors voilà, donc aujourd'hui je vais m'attarder sur un excellent article paru dans le Figaro de cette semaine où donc l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, donc s'est exprimé au sujet de ce conflit Russie-Ukraine. Alors il a dit que si la guerre froide en son temps n'a pas débouché sur la Troisième Guerre mondiale, eh bien c'est parce que aucun camp n'a cherché à acculer l'autre, c'est-à-dire que chacun a fait en sorte que l'autre ait une porte de sortie. Alors ici, quand on regarde un peu les sanctions économiques donc de l'Union européenne OTAN infligées à Poutine, que l'OTAN donc veut continuer à s'étendre vers l'Est en repoussant les frontières de l'Union européenne avec une éventuelle adhésion donc de l'Ukraine jusqu'à celle de la Russie, et donc acculer la Russie, eh bien les Russes ont un sentiment d'encerclement. Alors quand on regarde aussi l'accord de partenariat stratégique conclu entre les États-Unis et l'Ukraine le 10 novembre 2021, scellant ainsi une alliance donc de ces deux pays contre la Russie avec l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors la Russie inévitablement donc se sent menacée. Alors en fait, oui. Oui, donc moi je voulais dire simplement ceci, c'est important, rendez-vous compte au niveau temporel. Vous avez en novembre 2021, il y a un accord qui est conclu entre les Américains et l'Ukraine, un partenariat qui est un partenariat militaire, donc un partenariat qui vise justement à faire en sorte à ce que les Américains puissent bien s'implanter sur le territoire ukrainien. Et puis, bien évidemment, les Russes voyant la situation, ils se disent non, ça ne va pas. On veut effectivement mettre, disons, des espions justement pour agir contre, bien évidemment, la sécurité militaire russe. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas plu. Et qu'a fait l'Europe, qu'a fait finalement les politiciens européens? Ils ont présenté ça comme étant un prolongement du conflit armé Russie-Ukraine qui datait depuis 2014-2015 pour considérer que aujourd'hui, le 24 février 2022, la situation explose naturellement parce que ce conflit a atteint finalement ses limites. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Vu que ce conflit existe depuis plusieurs années parce que très simplement l'Ukraine ne respecte pas Minsk 1, Minsk 2, ne respecte pas les accords, l'accord d'amitié qui avait été conclu entre la Russie et l'Ukraine, permettant d'avoir mis fin, disons, à ce conflit en tant que tel, et la provocation, mais c'est ce que tu dis, hein, la provocation, celle qui a abouti bien évidemment à un armement important, c'est les Américains. Je vous parlais la fois passée de la pieuvre et la tête. Eh ben les amis, visiblement, on sait qui est la tête de la pieuvre, hein, les amis. Donc voilà. Donc c'est important de comprendre qui jette l'huile sur le feu pour justement se rendre compte qu'on est tous manipulés, les amis, ou on tente de nous manipuler. Ben oui, donc dans son excellent article, Henri Guénaud, donc dans le Figaro, a indiqué en fait que c'est comme l'engrenage de 1914 où aucun dirigeant donc ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts et pourtant tous ensemble ils l'ont déclenché et ont armé cette machine infernale.
Alors la Russie éprouve, je cite dans cet article, une angoisse existentielle face à une Ukraine en train de devenir la tête de pont de l'occidentalisation du monde russe. Mais là, la Russie, Paolo, elle veut rester russe, c'est-à-dire, je cite, une Russie éternelle telle qu'elle le pense avec ses mythes. En fait, la Russie veut garder la conscience nationale russe. Donc en fait, en substance, le problème, c'est que l'Ukraine est une voie d'entrée pour les Européens, une voie d'entrée pour les Américains, justement, d'étendre son territoire et d'imposer ses règles strictes, rigides, et que la Russie ne veut pas, justement. La Russie a ses propres particularités, sa propre mentalité, son histoire également aussi. Et le problème, c'est que l'Europe veut, que les Américains, à travers l'Europe, veut bien évidemment étendre ses tentacules, et la Russie ne veut pas. Et donc, clairement, il y a bien évidemment une mise sous pression des Russes, et ceux-ci n'ont pas le choix, bien évidemment, de contre-attaquer. Alors, on verra dans la suite, disons, des discussions, vous allez voir aussi pourquoi on a mis en avant le conflit armé Russie-Ukraine aujourd'hui. Pourquoi le 24 février, on a réveillé les morts, on a réveillé cette guerre qui a toujours existé. Pourquoi les Européens mettent maintenant la loupe sur l'Ukraine? Quelles sont les raisons essentielles? Eh bien, vous allez l'apprendre aujourd'hui, les amis, grâce à Brigitte. Merci, Brigitte. Climatique, peut-être, non? Climatique, ben on t'écoute, on t'écoute. Bon. C'est beau, tout ça. Je vous assure que le dessert, c'est juste à la fin. Alors évidemment, la Russie, en tant qu'en plus de l'Ukraine, la Finlande, la Suède, la Moldavie et la Géorgie, donc veulent adhérer à l'OTAN. Alors le secrétaire américain à la Défense indique que les États-Unis veulent voir la Russie affaiblie et traitant donc de Poutine de boucher ou de vieux malade, et que Biden demande au Congrès donc 20 milliards de dollars en plus des 3,5 milliards déjà dépensés par les États-Unis pour fournir en masse des avions, des chars, des missiles, des canons et drones à l'Ukraine. Et donc là, encore une fois, Paolo, les États-Unis sont sans limite. Alors, acculer la Russie, je lis dans cet article, c'est la pousser à surenchérir dans la violence, et ce jusqu'où? Arriver à une guerre totale, chimique ou nucléaire. Voilà, donc c'est important de comprendre que ici nous avons effectivement les Américains qui surenchérissent, investissent énormément d'argent pour un conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est que, bien évidemment, il y a des raisons stratégiques, militaires et autres. Et ce autre, les amis, vous allez l'apprendre aujourd'hui, les amis. Moi, je trouve que j'avais effectivement entreaperçu les choses aujourd'hui. Et Brigitte a pu me donner la vue. Et je l'adore. Voilà. Alors, au lieu de négocier avec la Russie, eh bien, les États-Unis et l'Union européenne donc, continuent à vouloir détruire à tout prix celle-ci, alors que d'autres, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, donc refusent de sanctionner la Russie. Alors on peut se poser la question de savoir que veulent vraiment les États-Unis et surtout où va s'arrêter cette hégémonie américaine. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment une séparation entre l'Europe, les Américains d'une part, et ensuite le reste du monde vers l'Est. Vous voyez que la Chine, l'Inde, la Turquie et bien d'autres territoires encore s'opposent à l'implémentation, disons, de la structure militaire dans ces territoires de l'Est. Les pays de l'Est comprennent l'arnaque, ils comprennent effectivement qu'il y a que c'est malsain, que jeter l'huile sur le feu, ben c'est finalement les Américains qui lancent l'huile sur le feu, et soutenu par les Européens, en tout cas par les politiciens européens, et bien évidemment, on va se retrouver à un moment donné, un clash
sans retour, et c'est un risque qui est important, et d'où l'importance de prendre conscience que la population, que les citoyens prennent conscience qu'en réalité, tout est piloté et qu'à la tête, il y a la tête de la pieuvre. Alors Paolo, concernant les armes, eh bien il y a apparemment, moi je ne connaissais pas, il y a des robots tueurs, donc dans le jargon militaire, ils sont nommés SALA, S-A-L-A. Alors c'est un système d'armes létaux autonomes. Alors ce seraient des armes autonomes, donc des robots tueurs dopés par l'intelligence artificielle pour chercher des cibles, les sélectionner et les attaquer, et ce sans intervention humaine. Alors, est-ce que de telles armes existent-elles déjà, ou s'agit-il de fantasmes de certains inspirés par des films de science-fiction? Eh bien non, ce n'est pas un fantasme, mais bien une réalité en mars 2021 qui avait été utilisée donc en Libye. Alors Jonathan Bannenberg, chercheur au GRIP, donc le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité à Bruxelles, réclame leur interdiction. Alors on se pose la question, quid de la barrière éthique, morale? Il n'est pas acceptable qu'une machine décide de tuer des humains. Comment un robot tueur ferait-il le tri entre un soldat qui combat et un soldat qui se rend? Voilà. Voilà les amis, ça dérange parce que on a affaire à une mascarade et on nous coupe les amis, parce que la vérité dérange. Alors, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc vous voyez qu'il y a une mise en place de drones tueurs, des drones qui tuent, qui fonctionnent. Les humains. Qui tuent les humains, hein. Il y a ce système qui est mis en place, une programmation, une détection, et ces drones tueurs vont tuer l'ennemi, sans garantie aucune que les citoyens sont touchés en tant que tels. Donc on aura affaire à la guerre robot-humain, rendez-vous compte. Et ça, bien évidemment, certains pays de l'Est, dont notamment les Russes, sont conscients de cette situation-là, d'où leur opposition aussi à ce qu'on ne franchisse pas une ligne de sécurité, cette ligne de sécurité tant réclamé depuis déjà très longtemps par la Russie en tant que telle. Mais oui, surtout que Paolo, pour ces robots tueurs, eh bien, il n'y a pas de cadre normatif. Or, il faudrait quand même une réglementation garantissant que ces armes feront toujours l'objet d'un contrôle humain significatif. Alors, en 2021, la Belgique a présidé le groupe d'experts gouvernementaux dans le cadre de la CCAC, donc la Convention sur certaines armes classiques, et n'a rien fait. Donc la Belgique n'a rien fait pour tenter de relancer les discussions donc sur un traité international d'interdiction donc de ces robots tueurs. Donc en gros, en substance, vous avez des robots tueurs qui sont dans la nature et bien évidemment sans réglementation. Tout est beau, tout est rose. On est dans un état de droit, comme on dit. Allez, comme disent les politiciens européens et belges en l'occurrence aussi. Alors, l'Union européenne donc, a proposé ce mercredi 18 mai alors, son plan Repower EU, et ce pour avoir une Europe soi-disant indépendante des combustibles fossiles russes d'ici 2030. Écoutez bien les amis, hein, écoutez bien, vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a la guerre. Alors à cet effet, donc pour ce plan, Repower, l'Europe donc prévoit donc des investissements pour 300 milliards d'euros d'ici 2030 pour accélérer, entendons-nous bien, la transition verte, comme ils l'appellent, pour arriver au pacte vert pour l'Europe. Alors un plan de croissance à long terme de l'Union européenne, donc pour rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050, comme il est inscrit donc dans la loi européenne sur le climat, avec l'engagement juridique contraignant donc de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Donc vous voyez les amis, vous voyez qu'en réalité, le conflit armé Russie-Ukraine est un prétexte, les amis, est un prétexte. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce conflit armé Russie-Ukraine est tel que nous devons prendre, les politiciens européens disent,
il faut prendre des sanctions auprès de l'Ukraine, auprès de la Russie, justement, pour ensuite nous vendre un gros projet qui va coûter au minimum 300 milliards d'euros aux pomper du fric pour mettre en place les parcs éoliens. Oui, mais ce projet, il l'avait déjà en tête depuis, à mon avis, bien avant, mais depuis déjà 2021. Donc il n'y avait pas encore cette guerre en Ukraine. Exactement. Donc en fait, il faut savoir, les amis, il faut savoir, comme dit Brigitte, effectivement, ce projet de parc éolien, mais on va y revenir, ce projet de parc éolien date. Voilà. On va attendre que vous puissiez vous loguer. Mais donc, en substance, vous allez comprendre maintenant pourquoi on met une loupe sur le conflit Russie-Ukraine. Vous allez comprendre que c'est pour des raisons de fric. Voilà, on t'écoute. Pour une raison de transition verte, Paolo. Oh, transition verte, les écolos! Bon, les écologistes, un pouce! Alors, la Belgique, avec ses 3 voisins, donc l'Allemagne, Danemark et le Pays-Bas, ont signé une déclaration visant à faire de la mer du Nord la plus grande centrale électrique durable. Alors pour y arriver, eh bien, la Belgique, Danemark, Pays-Bas et l'Allemagne se sont engagés à collaborer et connecter autant que possible les différents parcs éoliens en un grand réseau avec un projet de câble électrique entre la Belgique et le Danemark. Donc rendez-vous compte, ils vont construire un parc éolien, mais un truc de dingue, qui va coûter un prix dingue, parce que l'Europe, avec l'argent du citoyen, va injecter de l'argent dans des entreprises qu'ils vont choisir, soi-disant sur base d'un marché public, hein, des petits copains. Et donc, concrètement, ces petits copains vont s'engraisser pour nous mettre une énergie renouvelable, justement parce que nous devons avoir notre indépendance. Ça me fait chaud au cœur, les paroles du politicien belge. Alors Paolo, la Belgique donc va construire une sorte d'île énergétique en mer du Nord, comme je l'ai dit, donc à 450 millions d'euros afin de se connecter à des éoliennes situées dans des eaux étrangères. Alors, les éoliennes c'est bien, hein, mais certains experts donc affirment que c'est... Alors on va attendre un tout petit peu que vous puissiez vous loguer. Accrochez-vous les amis, parce qu'on veut nous couper les amis. Vous aurez la toute belle. On y va. Alors certains experts affirment que l'énergie éolienne ne serait pas si vertueuse que ça et qu'elle ferait même augmenter les gaz à effet de serre. Alors de même des études de la NASA qui prouvent que les éoliennes émettent des infrasons qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine mais qui ont un impact sur la santé et ce lié à l'électricité sale, l'électricité tellurique, les ondes stroboscopiques et les infrasons. Alors c'est un cocktail détonnant pour notre santé et on veut mettre en place, soi-disant, quelque chose d'écologique pour mettre en place ces éoliennes. Alors ces éoliennes sont impactantes sur la nature et sur les écosystèmes puisque rien que les éléments qui composent l'éolienne, donc les rares et les fibres de carbone, eh bien, ne sont pas recyclables et sont extrêmement polluants. Alors pour les fibres de carbone, eh bien si on les incinère, eh bien ça crée des cancers et pour les terres rares, eh bien leur mode d'extraction est extrêmement polluant en Chine, notamment avec des leucémies et des déchets radioactifs. Donc vous voyez en substance, c'est que on veut nous vendre des parcs éoliens soi-disant écolos, mais en réalité alors on attend qu'on se relogue, voilà. Donc comme disait effectivement Brigitte, vous vous rendez compte que on veut nous vendre pour 450 millions ou milliards. 450 millions. 450 millions. Pour l'instant. Pour l'instant, la mise en place d'un parc éolien
qui aura un impact sérieux sur la santé humaine. Humaine et aussi des animaux, des poissons. Des animaux, des poissons, etc., etc. On dit que c'est très écologique, que ça va pas, ça aura un impact climatique. Or, il y a des études qui montrent exactement le contraire. Tout ça pour pomper du fric aux citoyens et les injecter dans des entreprises choisies par les politiciens européens, dans une optique d'engraisser ces entreprises et de nous vendre, en gros, de la merde. Voilà, les amis, donc en substance, tout est beau, tout est rose. Voilà, ça c'est grâce aux politiciens belges que nous adorons toutes et tous, hein, les rouges, les bleus, les verts, les roses, voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Aujourd'hui, il faisait beau, demain, il fait gris, puis nous avons des grelots. Ça, c'est le climat qui est peut-être orienté grâce aux politiciens belges, voilà. Mais Brigitte, donc, le mot de la fin, moi, de la qualité top des politiciens. Vraiment, ils représentent les intérêts des citoyens, je trouve. Oui, oui, oui. En tout cas, peut-être, hein, on n'aura plus assez d'argent pour acheter un caleçon. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on nous prend pour des... Voilà les amis, visiblement, on nous donne pas le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc vous comprendrez, et je le dis simplement. Donc, vous voyez qu'en substance, l'Europe devra justifier 300 milliards d'euros qu'ils doivent justifier juridiquement de pomper ce fric aux Européens. Comment? Grâce au conflit Russie-Ukraine. Moi, voilà, il faudra remercier Zelensky. Hein, je trouve que, franchement... Payer tout ça, Brigitte. Voilà, donc vous voyez, on nous coupe encore, les amis. Hein, vous voyez, on nous coupe. Voilà. Donc vous vous rendez compte, 300 milliards d'euros pour commencer en Europe. Alors, quelle est la part du gâteau sur les 300 milliards? Vous savez que la Belgique s'est engagée énormément d'argent par an. Je crois que c'était une histoire, c'était quand même énorme, Donc, ce que je veux dire, en substance, c'est que on nous dit ils veulent l'indépendance de l'énergie face au conflit armé Russie-Ukraine. En réalité, c'était un prétexte, les amis. Un prétexte. C'était un prétexte pour pouvoir justifier en fait et en droit. Voilà les amis, on attend que vous puissiez vous loguer. N'hésitez pas à partager l'information, la mascarade. N'hésitez pas à partager un maximum. En fait, je répète, on nous fait croire, les politiciens européens nous font croire et les Américains qu'il faut une indépendance de l'énergie, en réalité... Vis-à-vis de la Russie. Mais en réalité, c'est parce que dans le placard, depuis déjà quelques années, il y avait la mise en place d'investissements de l'énergie renouvelable. Plusieurs politiciens, plusieurs partis étaient contre le fait d'injecter de l'argent et ils ont prétexté de prendre une loupe pour regarder ce qu'il y avait comme conflit, dont notamment conflit Russie-Ukraine, pour justifier en fait et en droit de débourser 300 milliards d'euros. Donc en substance, qu'est-ce qui va se passer? En substance, c'est que maintenant, mettre en place des taux, des taxations, des taxes, des nouvelles taxes, beaucoup de taxes et beaucoup de crédits. Et donc, il y aura des personnes, on va se retrouver à un moment donné à devoir faire des crédits, du surendettement. On va se retrouver dans une situation... Alors, on reprend les amis. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous avez toutes les composantes de la soupe politicienne, pour nous faire gober à cause du conflit Ukraine, soi-disant, il faut l'indépendance énergétique, mais en fait, c'est pour nous vendre la belle pilule écolo, qui va nous coûter la peau des fesses
300 milliards d'euros aux Européens. 300 milliards d'euros. Et 450 millions pour la Belgique, pour la création d'un parc éolien en mer du Nord. Allez, les Belges qui n'ont pas d'argent. Les politiciens belges n'ont pas d'argent. Combien, Brigitte? 400? Oui, 450 millions. Hein. La Wallonie est en faillite. Ils vont dépenser ce fric pour mettre... On aura un parc éolien à la mer du Nord. Sans compter que ça a un impact sur la santé. Alors, que va valoir les appartements à la mer, Brigitte? Allez, vous allez avoir des grandes hélices, vraiment. Les personnes auront investi énormément d'argent en mer du Nord pour profiter du temps. Eh bien, ils vont se retrouver tous malades, tous avec des complications. Alors, les amis, on va attendre que vous puissiez vous loguer. Allez, soyons résistants face à cette censure. On est en pleine démocratie, les amis, hein? L'état de droit, le respect de la liberté d'expression, d'opinion. Mais les politiciens ne font rien pour préserver notre liberté d'expression. Rien du tout. Voilà. Nous sommes vraiment malheureux. L'état de droit, la démocratie. Oui, oui. Alors, comme je disais, qu'est-ce que ça va valoir maintenant, tous ces appartements, ces maisons au nord de la Belgique, en face de la mer? On diminue en valeur. Hein. Ça va diminuer en valeur. Ces parcs éoliens, vous aurez des grandes hélices là, etc. Oui, surtout que certains experts indiquent qu'il existe le syndrome éolien, donc comme les insomnies, les vertiges, maux de tête, quand on est près d'éoliennes en fait. Donc vous voyez que en substance, les citoyens travaillent, ils bossent, ils font des économies, et puis cette économie tombe à terre avec les décisions politiques. En fait, voilà les amis, donc on va conclure parce que sinon on va nous couper encore et encore. Donc partagez un maximum cette vidéo. Cette vidéo constitue vraiment la source de fait par rapport à cette mascarade politique liée au conflit armé Russie-Ukraine. Ils veulent justifier des dépenses de près de 300 milliards d'euros. Partagez un maximum et on se voit de nouveau lundi à 18h30. Et demain, la conférence. Ah oui, la conférence, n'oubliez pas les amis, la conférence demain à 14h sur la vaccination Covid-19, encore une grosse arnaque. Une arnaque. Voilà, c'est pour faire face au virus, en sachant que maintenant il y a un virus, donc il y a un variant du singe, voilà, il y a un soi-disant virus d'Afrique du Sud, un virus du singe. Oui. Je pense que c'est la variole ou la rougeole. Oui, la variole, voilà, la variole du singe. Maintenant il y aura la variole du singe. Voilà, et donc Facebook, diminue la situation. Donc les amis, demain, la conférence, une grande conférence sur la vaccination obligatoire. À Etterbeek, on va vous montrer toutes les mascarades politiciennes pour nous clac. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vaccin. Oh, la solution des politiciens belges, je trouve. Ça engraisse les sociétés pharmaceutiques. On va vous donner en couleur, demain, bien évidemment, cette mascarade politicienne. Allez les amis, on se voit demain pour la conférence. N'hésitez pas à venir un maximum demain à 14h. Donc celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez, le cas échéant, venir à la conférence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.droit-liberté.be. Et alors pour le reste, on se voit pour le JT de 18h30 lundi. Et alors merci Brigitte, merci pour ton analyse. Voilà, c'est maintenant la mascarade. Merci Brigitte, vraiment, on est là. Et je tiens à remercier. Hein, donc vous m'entendez là? Ici on nous coupe là. Aïe. Les amis, alors on nous coupe. Aïe. Bon. On va donner le mot de la fin. Les amis, donc on se voit donc demain pour celles et ceux qui se sont inscrits à la conférence. Et on se voit donc lundi à 18h30 pour le JT
en tant que tel. Voilà, les amis, à très bientôt, courage, la résistance s'installe et il faut continuer à se battre